Salut tout le monde, ici Margot. Cet épisode bonus est un complément de l'épisode 4 de la série Les Contemporaines, dans lequel Marianne, Éléonore et moi-même parlions des influences entre danse traditionnelle et danse contemporaine. Dans cet entretien, Éléonore discute avec le duo de danseurs Philippe Meunier et Yann Jaworski pour parler de leurs nombreux projets au sein de la compagnie Les Archipels, mais aussi de leur manière d'aborder et de célébrer la gigue québécoise aujourd'hui. Bonne écoute! Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun revenir brièvement ou pas, sur votre parcours en tant qu'interprète chorégraphe? Oui, je vais commencer. Vas-y. OK. Bon, en fait, mon parcours comme interprète commence dans les ensembles folkloriques. C'est comme à 12 ans, j'ai commencé dans un ensemble folklorique à Laval parce que je devais faire partie d'une activité là, à la maison. C'était ça chez nous. Là, tu dois faire une activité. Puis la danse est arrivée comme ça par hasard. C'était vraiment c'était axé beaucoup sur le social. Quand tu es jeune, tu as 12 ans, c'était pas tant la danse que l'aspect social là, qui m'intéressait à ce moment-là. Puis c'était des danses internationales. Donc, on faisait autant du québécois, donc la gigue, puis la danse traditionnelle, que sinon, on faisait aussi du mexicain, du russe, je n'aimerais pas le russe. On faisait surtout pas du russe. On faisait de l'ukrainien, du hongrois, du roumain. Bref, beaucoup de l'Europe de l'Est. Moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué au début parce qu'il y avait un côté très, très percussif, super virtuose aussi, surtout pour les hommes. En tout cas, moi, j'ai vraiment comme grandi là-dedans là, jusqu'à 20 ans à peu près, où je suis allé dans une audition pour les Sortilèges, qui était la seule troupe professionnelle. Là, c'est comme s'il y avait eu une troupe canadienne de folklore, ça aurait été les Sortilèges. Puis, dans le fond, moi, je suis allé là, ils m'ont pris. J'ai travaillé pour eux pendant à peu près 5 ans. Suite à quoi, j'ai commencé à découvrir un petit peu différents. Je suis plus devenu travailleur autonome en danse, donc j'ai rencontré plusieurs chorégraphes, d'autres compagnies aussi qui commençaient. Il y avait vraiment un désir de vouloir actualiser la danse folklorique québécoise, vraiment axée. Là, c'était rendu sur la gigue beaucoup. Puis, c'était vraiment un souci, là, c'est vraiment quelque chose qu'il y avait là, dans l'air là, par rapport à beaucoup de créateurs. Donc, moi, je me suis greffé aux créateurs. Ensuite, j'ai eu des idées. J'ai commencé à vouloir travailler comme chorégraphe. Ça fait à peu près 15 ans, là, ma première pièce. Je travaillais beaucoup par solo parce que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre comment je pourrais gérer un groupe, tout simplement. C'était plus une recherche personnelle que je voulais voir. C'était quoi, moi, ma signature personnelle comme chorégraphe en gigue contemporaine, un terme qui a été utilisé beaucoup là, ces dernières années, qui l'est encore aujourd'hui, mais là, nous, peut-être on t'en parlera plus tard, mais on aime moins catégoriser ou étiqueter là, les pratiques. Mais à cette époque-là, c'était vraiment la gigue contemporaine, là, majoritairement, là, qu'on appelait ça. Puis c'est ça. Dans le fond, ensuite, Yann, pour aller vite, on s'est rencontrés et on a décidé de fonder une compagnie ensemble parce que c'est quand même beaucoup de boulot, là, une compagnie de danse. Fait que ça se fait mieux sur 2 paires d'épaules. Là. Puis nos signatures, on trouvait qui étaient complémentaires. Puis on est un couple, fait que ça va vraiment mieux aussi pour c'est plus facile. Voilà, c'est à peu près ça, mon parcours, mettons. Moi, j'ai un parcours qui est quand même vraiment similaire à celui de Philippe parce que, bon, tu sais, il n'y a pas, comme le folklore, c'est pas enseigné dans les écoles, c'est pas institutionnalisé, au Québec du moins. Donc, j'ai un parcours qui est vraiment similaire, mais moi, j'ai fait partie des ensembles, j'ai commencé à danser dans un ensemble folklorique qui était à Drummondville, qui s'appelle Makina, qui existe toujours aujourd'hui. J'étais au primaire, là, je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai commencé à danser. Ouais, c'est ça, dans le fond, vraiment danse traditionnelle québécoise, danse traditionnelle internationale aussi, un peu comme Philippe, les mêmes intérêts, le rapport percussif, le rapport rythmique,
il y avait tout le côté social, il y avait les voyages aussi. On a fait beaucoup de tournées en Europe. Aux États-Unis, il y avait comme tout cet aspect-là social, l'aspect voyage, l'aspect vraiment communauté, qui était vraiment super intéressant, là, qui était vraiment hyper stimulant. Moi, j'avais la chance aussi de travailler, de danser, dans le fond, au Mondial des cultures, qui est à Drummondville, le plus gros festival de folklore au Canada à l'époque, qui n'existe plus malheureusement depuis les années 2018, je pense, quelque chose comme ça, là, que ça a arrêté de fonctionner. Par là-bas, j'ai eu la chance de côtoyer des artistes puis des chorégraphes de partout à travers le monde qui venaient enseigner leur danse traditionnelle et tout. Fait que vraiment, moi, l'aspect traditionnel, l'aspect folklorique des danses m'est vraiment venu beaucoup, beaucoup de cet événement-là. Début des années 2000, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui s'appelle Zeugma, qui est une compagnie qui travaille beaucoup avec la gigue, la percussion corporelle et le mouvement contemporain. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant de longues années à la création, au développement de la gestuelle de la compagnie, pour après ça faire mon propre chemin comme chorégraphe, interprète, mais aussi les premières tentatives en solo, ensuite des pièces des groupes qui grossissaient un peu plus. C'est dans ces époques-là que j'ai rencontré Philippe. Puis là, on s'est rendu compte que nos signatures se parlaient, nos façons de voir, d'aborder la danse traditionnelle, le folklore, nos intérêts étaient très, très similaires. Puis on a commencé à travailler ensemble sur un premier spectacle qui s'appelle Monde Charles. Ça a été le premier show qu'on a fait ensemble à collaborer. Puis après ce spectacle-là, il y a vraiment eu un intérêt commun des deux à dire hey, poussons la réflexion, puis poussons l'exploration de la gigue contemporaine, comme Philippe disait. Puis là, plus on avance dans notre parcours, plus finalement, c'est beaucoup plus large que ça, l'intérêt, mais l'intérêt est vraiment rendu au niveau du folklore, puis de la tradition, mais vraiment de façon contemporaine, vraiment de actualiser, contemporanéiser notre vision de ce qu'est le folklore, autant dans ses concepts que dans sa danse. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un mouvement, mais on peut partir aussi d'une idée, exemple, une soirée de danse traditionnelle, une soirée dans une cuisine, aujourd'hui, c'est quoi donc? En tout cas, fait qu'on est comme dans l'exploration des concepts et de la danse folklorique traditionnelle. Vous êtes tous les deux issus d'une formation en danse traditionnelle et folklorique. Et exact. Vous avez fondé en 2019, il me semble, le regroupement Les Archipels pour donc démocratiser et contemporanéiser la gigue. Mais donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore une évolution par rapport à l'objectif à l'origine. Est-ce que vous pourriez revenir sur toute la genèse un peu de ce projet et donc sa création jusqu'à aujourd'hui, son évolution? En fait, c'est ça. Donc, la première pièce qu'on a fait ensemble, c'était vraiment dans la foulée du mouvement de la gigue contemporaine qui a été portée et qui est encore portée beaucoup par Luc Fleury et Bigico. Puis, donc, dans le fond, nos premières explorations avec le folklore puis la gigue ont été faites vraiment dans ce sillon-là. Donc, les premières pièces, c'était vraiment le travail de la gigue qu'on essayait de contemporanéiser, qu'on essayait d'explorer. Puis, de fil en aiguille, à chacune des pièces, on voulait comme un peu mettre de la chair autour de l'os qui était la gigue. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer d'explorer un peu plus loin. Donc, après Monde Charles, on en a fait un dérivé qui était Friction. Donc là, c'était d'amener la gigue contemporaine dans un milieu in situ. Là. Donc, c'est devenu une pièce in situ qui va célébrer ses 5 ans cet été. Donc là, c'est vraiment d'essayer de se faire connaître un peu, mais de rendre accessible aussi la gigue contemporaine, / danse contemporaine, / folklore contemporain. C'était vraiment un peu un de nos objectifs avec ce show-là. Puis après ça, on a vraiment voulu briser nos frontières, puis d'essayer d'aller vraiment plus loin dans une zone qui était vraiment inconnue pour nous. Donc, on a décidé de créer une pièce qui s'appelle Suspendu au sol, qu'on a travaillé avec 4 interprètes. Et notre objectif, c'était vraiment d'avoir 4 interprètes qui n'avaient aucune connaissance en gigue ou en folklore, pour vraiment être capable de voir comment ces corps-là, comment ces interprètes-là, avec une autre formation que nous, étaient capables, avec nos idées, avec notre pensée, de plonger dans cette matière-là,
puis de voir qu'est-ce qui pouvait en ressortir. Parce qu'en fait, ce qui arrive beaucoup avec les danseurs folkloriques, puis nous, en faisant partie, c'est qu'on se met beaucoup de barrières, on se censure beaucoup en se disant, ben on ne peut pas aller jusque-là parce qu'on va trop dénaturer le folklore, et blablabla. Puis là, de travailler avec des danseurs contemporains, ça faisait que eux, les frontières, ils les connaissaient pas. Donc, ils se permettaient vraiment d'aller très, très loin. Puis après ça, c'était nous, on les ramenait ou on les ramenait pas parce que ça nous ouvrait des nouvelles pistes. Parce qu'en fait aussi, le folklore, c'est très codifié. Tu sais, il y a quand même un parallèle qui se fait avec la danse flamenco aussi. Là, tout ce qui est en gigue, tu sais, c'est très précis. Il y a vraiment un système de code qui est créé, qui est fait, qui est, nous, qui est ancré, que justement, ces danseurs-là, ces interprètes-là n'ont aucune idée. Donc, c'est facile pour eux de pouvoir imaginer autre chose. Tu sais. Puis là, ben, c'est ça. Fait qu'après avoir travaillé sur Suspendu au sol, où là, on trouvait qu'on était allé comme presque trop loin par rapport à où on était prêt à aller, tu sais, vu qu'on n'était pas, on n'avait pas complètement la main mise sur ce qui allait se passer à la fin. Parce que c'était un show dans lequel il y avait, c'était une grande improvisation structurée, là, dans le fond, ce show-là. C'était beaucoup, beaucoup dans les mains des interprètes. Puis par la suite, après Suspendu au sol, ben là, on a décidé de travailler, pandémie oblige, sur un duo qui s'appelle Accolade et Quiproquo, qui était dansé par nous deux. En travaillant avec les artistes de Suspendu au sol et les artistes de Friction, on a travaillé ensemble à créer un duo sur nos deux corps à nous, où là, dans lequel il y avait une grande section de gigue et une très grande section d'exploration du son, de juste la percussion, le son de façon hyper libre. Donc, c'était vraiment ça qui nous poussait. Mais tu le dis aussi, cette liberté-là, c'est une des choses qu'on a vraiment appris dans le processus de Suspendu au sol. Tu sais, c'est une liberté qui est là, qui existe en création, qu'on avait de la difficulté à rejoindre. Puis on dirait qu'avec ce processus-là, de voir d'autres mondes le faire, nous autres, ça nous a vraiment donné le petit coup de pied nécessaire pour juste faire comme Ah, sais-tu quoi? On peut s'amuser. Hey. Ouais, puis là, suite à Accolade, dans le fond, qui nous a ouvert d'autres portes, bien là, on est retourné travailler avec des danseurs contemporains, mais là, vraiment dans l'exploration puis dans l'explosion des codes du folklore et de la gigue en utilisant les pas de base, exemple des sauts de joie, des crochets, des pas chassés, en prenant ces pas-là puis en les explosant complètement pour voir où est-ce que ça pouvait nous mener, mais toujours en gardant l'aspect un peu sociologique, si on veut, du folklore de la danse traditionnelle. T'sais. On est beaucoup dans la déconstruction. Ouais. C'est vraiment beaucoup ça. Là. On dirait qu'à chaque nouvelle création, on retombe dans une espèce de OK, comment qu'on déconstruit davantage parce qu'on dirait qu'on ne l'a pas trouvé. La journée qu'on va l'avoir trouvé, ben, peut-être qu'on va aller chercher ailleurs, mais on est vraiment beaucoup, beaucoup dans la déconstruction. Par rapport à là, avec le nouveau projet qu'on est, la déconstruction des pas de base, des figures traditionnelles d'un quadrille ou peu importe. Mais sinon, dans Accolade et Quiproquo aussi, c'était la déconstruction de un pas. La moitié du show, donc une trentaine de minutes, on fait un pas de gigue, qui n'est même pas un 8 temps, là. C'est vraiment pas long. Puis c'est comment qui a été déconstruit, justement, ce qui nous intéressait, c'était majoritairement, juste la rotation du genou quand il le fait. C'est la flexibilité. Qu'est-ce que la cheville a besoin de faire comme effort pour arriver à faire ce son-là? Donc, c'est un espèce de savant mélange entre dur mou, puis rigidité, puis laisser aller. Fait que c'est tous ces questionnements-là là, qu'on a passé à travers. Ok, ouais, j'ai l'impression, oui, donc la gigue québécoise possède un peu un cadre, une banque de mouvements précise, alors qu'à l'inverse, la danse contemporaine est par définition beaucoup plus fluctuante. Et du coup, est-ce que dans ce processus de déconstruction, est-ce qu'on pourrait quand même définir ce qu'est la gigue contemporaine? On pourrait définir ce qui est la gigue contemporaine selon notre regard, nos yeux, puis notre expérience à nous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de créateurs et créatrices en gigue contemporaine, puis chacun part dans des directions
complètement différentes. Tu sais, d'aller voir, justement, il y a Bijico qui offre des soirées de gigue contemporaine qui regroupent quelques chorégraphes. C'est ça qui est riche aussi du mouvement parce que tout le monde peut... C'est encore un terrain qui n'est pas défriché, là, mais pas vraiment. Donc, chacun peut partir de son bord. Moi, c'est plus le son qui m'intéresse. Moi, c'est plus le mouvement. Moi, fait que, tu sais, la gigue contemporaine, c'est pour ça que nous autres, c'est difficile à encadrer ou à définir parce qu'il y a tellement de gigs contemporaines. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a autant de définitions de la gigue contemporaine qu'il y a de créateurs en gigue contemporaine. Chacun a tellement sa démarche précise par rapport à son expérience que ça va dans toutes les directions, tu sais, puis c'est parce qu'on le nomme comme ça, mais on pourrait en dire autant de la danse contemporaine. On pourrait dire exactement la même chose de la danse contemporaine. Il y a autant de définitions de la danse contemporaine qu'il y a de créateurs en danse contemporaine, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Nous, on la voit puis on l'explore d'une certaine façon. Puis on fait la même chose avec les danses dites plus traditionnelles. Mais chacun a comme... Il y en a que c'est beaucoup l'inspiration de la musique. Il y en a que c'est toute l'improvisation. Fait qu'il y a vraiment... La fluctuation. Oui, c'est ça. Oui. Alors, je voulais revenir aussi sur la musique, le son, parce que le rythme de la mélodie en gigue traditionnelle est central. Et donc, je me demandais quelle place laissez-vous à la musique dans vos œuvres? Oui, ben, c'est intéressant. Nous autres, ben, on laisse toujours une grosse place à la musique. Là. Pour nous, c'est vraiment 50% du show va passer là. Ça dépend des productions qu'on va faire. Pour avoir quelques productions, là, puis avoir passé à travers quelques processus, on sait quand même que peut-être qu'on n'entend pas toujours le rythme, mais on le voit. On fait des œuvres qui sont extrêmement musicales. Au niveau du mouvement, au niveau du rythme dans le corps, on voit vraiment le rythme qui traverse le corps. C'est quelque chose qu'on cherche puis qu'on va toujours aller, de pouvoir un espèce de filon, un train qui avance. Sinon, le choix, on va s'en aller souvent vers quelque chose qui est plus électro. On va s'éloigner beaucoup de la musique traditionnelle québécoise. Peut-être parce qu'il faut s'en éloigner pour revenir à un moment donné, je ne le sais pas, mais on a beaucoup moins d'intérêt à travailler avec des instruments traditionnels pour l'instant. C'est comme si dans notre inconscient puis dans l'inconscient du public, la musique traditionnelle a une grande connotation. Je vais utiliser un terme avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord, mais c'est dans la tête de tout le monde, entendre la musique traditionnelle, c'est un peu quétaine. Puis on a de la misère à sortir de ce cadre-là. En fait, c'est que ça manque d'exotisme. Dernièrement, on a parlé avec un chorégraphe qui nous a montré un extrait de sa nouvelle pièce. C'est un chorégraphe tunisien qui utilise la musique tunisienne traditionnelle pour son œuvre, mais il y a quelque chose de tellement exotique pour nous que c'est hyper stimulant, c'est hyper riche, entraînant. Puis c'est ce qu'on n'arrive pas à trouver parce que ça a tellement de connotations, la musique traditionnelle québécoise, pour nous, qu'on a de la misère à passer par-dessus ça. Puis étrangement, dans nos pièces, où la musique a comme une grande place, comme Philippe le dit, ça part vraiment de rythmes qu'on instaure dans le corps. Puis en création, généralement, on travaille sans musique, puis ensuite on filme et on donne au compositeur qui va composer la musique sur le visuel. Donc, on va travailler, dans la collab, on a travaillé un peu avec des musiques qu'on explorait, mais ça pouvait être de la musique pop, il pouvait avoir comme plein d'affaires dans l'exploration pour qu'au final, ce soit de la musique quand même plus contemporaine avec certaines connotations traditionnelles par un compositeur qui ne vient pas de la musique traditionnelle. Fait qu'il y avait comme quelque chose de différent. Mais il y a comme cette liberté-là de travailler sans musique puis d'avoir le corps qui crée la musique qu'on trouve intéressant, ouais. Parce qu'en gigue québécoise, on est d'accord, on appose la chorégraphie sur une musique qui est déjà présente. Généralement, oui. Ou en improvisation, ça va être dansé sur une musique existante. C'est en accompagnement de souvent la gigue. C'est en accompagnement de la musique. Et donc, tout ce travail de déconstruction autour de la gigue traditionnelle, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chorégraphes qui décident de contemporanéiser
les danses folkloriques. Selon vous, à quoi est due cette volonté? Enfin, quel en est l'objectif? Premièrement, facilement, c'est un créneau qui est zéro exploité. Donc, non, mais pour vrai, il y a beaucoup de place, c'est-à-dire que tout est à faire dans ce créneau-là. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté à tout le monde. Je pense que ça, c'est une réflexion simple, mais qui est quand même, qui existe, je pense, auprès de tout le monde. Il n'y a pas de code établi encore. Tous les codes sont à créer. Il y a aussi, je vais mettre mon chapeau peut-être d'administrateur, là, mais il y a aussi beaucoup la professionnalisation des artistes aussi c'est rendu possible d'être chorégraphe pour les artistes qui viennent du milieu traditionnel. Comme tu sais, notre parcours à nous, on a commencé des ensembles folkloriques. C'est la grosse majorité des gens qui font de la gigue contemporaine viennent des ensembles folkloriques aussi. Un milieu qui n'est pas professionnel, un milieu où c'est pas une formation tant que ça, c'est vraiment c'est un passe-temps, c'est une activité, c'est un loisir. Donc, c'est souvent, après ça, on se trouve une carrière, puis ça reste un loisir. On les compte sur les doigts d'une main, là, les gens qui ont justement décidé de se professionnaliser, d'aller au fond, de commencer à faire des demandes de subventions, d'aller aussi se former. Il y en a plusieurs, nous, on ne l'a pas fait, mais il y en a plusieurs aussi du milieu folklorique qui ont finalement décidé d'aller faire un bac en danse ou whatever, tu sais. Fait que ça, je pense que ça joue beaucoup sur le nombre de personnes qui en font. Oui, puis je pense qu'il y a aussi le fait que par le vieillissement des gens intéressés par le folklore aussi plus traditionnel, je pense que les jeunes qui s'en intéressent ont quand même une volonté de le faire découvrir à une clientèle plus jeune. Donc, le fait d'être plus contemporain, plus actuel, dépoussiérer un peu ce folklore-là, que les gens arrêtent d'utiliser des mots comme quétaine, comme le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, pour arrêter de dire ça, pour arrêter de se faire pointer du doigt, ou quand tu es jeune, là, dire que tu fais du folklore, là, c'est un peu comme faire un coming out, pour vrai. Tu te fais juger, tu te fais pointer du doigt, tu te fais rire de toi. En plus, tu es un garçon qui danse du folklore. C'est comme... En plus. Fait que je pense qu'il y a cette volonté-là de dépoussiérer cette forme-là, de la rendre plus actuelle, faire découvrir un nouveau public, parce que c'est des gens qui ont une volonté de transmission, transmission de connaissances, transmission de vocabulaire. S'il n'y a pas de jeunes qui apprennent à giguer, la gigue va mourir. C'est plate de même, mais la gigue va mourir. Fait que s'il n'y a pas d'intérêt de la façon qu'elle est présentée de façon traditionnelle, il faut la présenter d'une autre forme pour attirer des gens et que ça se perpétue dans le temps et que ça continue. Je pense qu'il y a quand même beaucoup ça aussi comme volonté chez les créateurs de dire faisons quelque chose d'actuel avec pour pas que ça tombe dans l'oubli. C'est multiplier les façons de le rendre accessible, en fait, parce que même le milieu traditionnel, je pense pas... il est en transformation, mais je le trouve quand même assez vivant, là, même malgré après la pandémie, je trouve qu'il se passe, moi je vois qu'il se passe des choses, puis tant mieux. Fait que j'ai hâte de voir, là, le futur est beau, là, j'ai l'impression. Là. Et justement, Yann, tu parlais de l'accès de la gigue à un public plus jeune, et j'avais envie de vous parler de votre projet Joblo, qui correspond à 125 ateliers scolaires d'initiation et de création en gigue contemporaine, avec 300 élèves de l'école primaire Lenaudière. Non, c'est ça. Tu as fait tes recherches, t'es bonne. Quand même. Et je me demandais comment justement les enfants qui donc sont un public étonnant face à la gigue dont tu parlais, comment ont-ils réagi quand vous avez proposé de faire ces ateliers de gigue contemporaine? Est-ce qu'ils connaissaient ce style de danse? Quels ont été tous leurs retours après le spectacle? Ouais, ben écoute, ça a été... c'était beaucoup d'ateliers. Nous autres, on arrivait là, ouvert, OK, go, c'est ça l'objectif, c'est ça le projet. Puis c'était donc des enfants là, de 3e, 4e, 5e et 6e année. Fait qu'on voyait tous les âges là, du primaire. Là. Fait que chaque groupe, chaque âge, ils ont toutes leurs qualités. Et leurs défauts. mais d'emblée, là, je te dirais que ça a été accueilli à bras ouverts. On s'entend, c'est des enfants, eux autres, ils sont là pour faire
amène une activité, puis ils vont être contents. Puis là, c'est 2 gars qui enseignent la danse. Ça a quand même aidé peut-être à amener le fait que c'était de la danse. Ensuite, tu sais, c'est de la percussion. Fait qu'on a fait beaucoup des activités avec la percussion corporelle. Ça relie beaucoup le rythme. Donc, les gars embarquaient super bien aussi dans cette situation-là. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Là, pour vrai, on avait une majorité là, de participants là, qui étaient contents et qui avaient hâte à la semaine suivante. C'était super. Pour nous, c'était quelque chose parce que 125 ateliers, c'est énorme. On ne pensait même pas. C'était quasiment une demi-année finalement qu'on a passé dans une école primaire. Le processus était magnifique. C'était vraiment ça le projet aussi, c'était le processus. Ensuite, bon, il y a eu le spectacle. Ça l'a donné ce que ça l'a donné. C'est 300 jeunes qui sont un peu, on a tout appris séparément dans les classes différentes. Donc, tu mets tout ce monde-là ensemble après, c'est un peu chaotique, mais c'était un peu ça aussi l'objectif. Là, c'était comme un chaos organisé. Là, c'est un peu ça qu'on avait. Puis, tu sais, nous autres, dans notre démarche, il y a tout le temps de dire on part avec le folklore puis la gigue, puis au final, on le voit pas nécessairement, mais on sait que ça fait partie du chemin, tu sais, que c'est la base du chemin. Fait que, avec les jeunes, on leur a montré des figures traditionnelles, on leur a montré de la gigue, on leur a montré de la percussion corporelle, on a plein d'affaires, on a essayé de transmettre le plus de choses qu'on pouvait. Puis au même titre que quand on a travaillé avec des danseurs contemporains qui n'avaient pas de bagage, donc qui n'avaient pas de censure, pour les enfants, c'était la même chose. Tu leur amènes. Les jeunes aujourd'hui ont vraiment une grande, grande ouverture d'esprit par rapport à tout, là, au genre, par rapport aux états par rapport à tout, là, ils ont vraiment une plus grande ouverture d'esprit que nous. Fait que même par rapport à ça, ils côtoient tellement de gens de partout qu'ils arrivaient juste vraiment comme hyper ouverts à chacun des ateliers, en sachant même pas, c'est quoi de la gigue, c'est quoi une danse traditionnelle. À un moment donné, pour eux, ça n'avait même pas d'importance, Ils étaient là, il y avait du plaisir. Ce qu'on voulait créer, c'était un plaisir en groupe, retrouver ensemble un plaisir, Puis là, ça devenait super le fun à des moments de crier juste dans le local pendant que tout le monde danse par-dessus la musique, tu ferais une contredanse. Puis là, tous les petits speeches, puis là, wow, qui font une contredanse, puis t'es juste comme, ah my God, c'est vraiment cool, Ils vont-tu le retenir? Je ne sais pas. Là, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent c'est quoi un crochet, ils savent c'est quoi un quadrille, ils savent c'est quoi une grande chaîne, Quand tu es capable d'apprendre ça à des Québécois, à des Haïtiens, à des Marocains, n'importe où, il y a quand même quelque chose de trippant de dire aïe, aïe, OK, c'est notre folklore à nous là, qu'on est en train de juste comme spreader comme ça. Puis à la fin, le show, c'est un gros party que tu vois pas grand-chose. Ils sont 300, tout le monde se fonce dedans, ils sont super excités, puis ils sont comme juste ah, demande, mais ça reste juste comme vraiment le fun. Tu amènes 300 jeunes à la place des festivals pour danser. C'est juste comme, ça fait juste chaud au cœur pour tout le monde qui le voit, puis eux qui le dansent. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu plus en détail sur des spectacles que vous avez évoqués précédemment. Donc la création Friction, où vous avez réinvesti la gigue contemporaine. J'ose plus trop employer le mot gigue contemporaine du coup. Mais on l'utilise pour faciliter la compréhension. Là, on l'utilise couramment. Là. OK. Donc voilà, vous avez réinvesti donc, la gigue contemporaine dans des espaces publics. Et donc je me demandais un peu pourquoi vous avez privilégié le in situ dans une œuvre comme Friction. Quel en est le message et un peu quelle est toute la jeunesse de ce projet? C'est un work in progress, Friction. Là, ça a vraiment, ça l'a évolué. C'est ça, on est rendu à notre 5e saison cet été. À chaque fois qu'on le reprend, ça évolue là, et physiquement et au niveau aussi de son importance pour nous. Puis, en tout cas, mais tout ça pour dire que dans le fond, Friction, c'est l'adaptation de Mont-Charles. Parce que Mont-Charles, ça a été la première production qu'on a fait, Yann et moi, ensemble, en 2017. Puis, c'était un spectacle qu'on faisait dans un monte-charge de l'édifice Wilder Espace Danse. Donc, le public était à l'intérieur du monte-charge. Il se déplaçait sur les étages. Puis, nous, les danseurs, on était sur les étages pour montrer
C'était un petit peu comme un film choral qu'on voulait monter. Une section qui se fait ici, l'autre section qui se fait plus bas. On revient dans la section. Fait que c'était super. Nous autres, c'était un rêve qu'on voulait faire. On a eu l'opportunité de le faire grâce à Tangente. On était super contents. Donc, après avoir fait ce spectacle-là, on est venu à l'évidence que de trouver des monts de charge pour faire un spectacle, c'était vraiment pas habituel. Genre, on mettait pas toutes les chances de notre barre côté diffusion, mettons. Fait que là, on s'est dit, OK, ben d'abord, pourquoi qu'on n'investit pas les lieux publics? Pourquoi est-ce que Mont-Charles ne devient pas un spectacle in situ, vu qu'il est déjà dans un univers non conventionnel. T'sais, il n'était pas scénique, alors de le transposer n'était pas tant compliqué que ça là, au niveau de la dramaturgie, au niveau du spectacle. Donc, on a décidé de l'adapter en déambulatoire, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, puis on se rend au point Z, un petit peu comme le voyage en monte-charge. C'est un petit peu comme ça qu'on le voyait à la base. Pour la première année, on l'a eu directement, là, on a déposé au Conseil des arts de Montréal en tournée. Puis on l'a eu. Visiblement, il y avait une grosse demande pour ça parce qu'on a fait 21 shows cet été-là, qui a été capoté. Fait que nous autres, encore là, c'était de rentrer dans le milieu de la diffusion, qu'on ne connaissait pas tant que ça non plus. Fait que là, c'est plus un gros travail là, d'administration puis de gestion d'horaire et patata là, qu'on a appris, qu'on a dû travailler fort par rapport à ça. Puis ce spectacle-là, donc, en un été, là, on a vu des parcs, des parkings, on en a vu. C'était un peu ça au début, c'était un peu de, OK, la diversité des lieux, la diversité des sols, les types de sols aussi. Cette section-là, on l'aime vraiment sur du gazon. Cette section-là, on l'aime vraiment sur l'asphalte ou dans le gravier. Toute la petite section de gigue au début, dans le gravier, c'est ça qu'on veut. C'était beaucoup par rapport au type de sol, cette recherche-là qu'on a approfondie un petit peu là, les premières années. Après ça, on a commencé à plus imaginer le spectacle. Bon, OK, sur un plan panoramique, qu'est-ce qui est beau pendant qu'on fait cette section-là? Qu'est-ce qui est beau s'il est en arrière? Comment qu'on fait pour amener le public à avoir cette vision-là ou lâcher prise puis se dire que le public, ben, il verra bien ce qu'il décidera de voir aussi. C'est ça qui est quand même fascinant puis qui est le fun pour nous aussi, là, c'est de voir que finalement, le cycliste qui passe par là va le voir de loin puis n'aura pas besoin de venir se coller sur les artistes pour vraiment sentir l'expérience. De le voir, tu sais, des fois, t'es juste là pour... Tu t'en vas faire tes courses, il y a un show, tu veux le regarder 5 minutes, tu prends ce que tu as à prendre, tu sais, puis c'était se rendre compte de ça aussi, puis c'est vraiment riche de pouvoir faire un spectacle comme ça, c'est une belle opportunité. Moi, en tout cas, je trouve qu'on a été choyés là, à travers les années, justement, de pouvoir le reprendre aussi, parce que même avec les interprètes, tu sais, bon, avec la pandémie aussi, il a fallu comme créer des nouvelles sections qui étaient avec distanciation, danser avec le masque. Ça a donné du bon. Beaucoup, je dirais aussi, nous, ça nous a permis de prendre du recul sur une première version chorégraphique pour re-rentrer en création pour donner un Friction 2.0. Mais tu sais, il y a beaucoup par rapport à la gigue, nous autres, on veut faire des œuvres qui sont accessibles pour différentes raisons, mais parce qu'on aime l'accessibilité. Là, on aime que tout le monde puisse s'identifier à des choses. Puis là, il y avait le fait d'utiliser la gigue, d'aller à la rencontre des gens, de leur amener la culture, de leur amener l'art, de leur amener la danse. C'est déjà une chose parce qu'on sait que les publics sont très minces en danse. Donc là, en in situ, c'est d'aller directement à la rencontre, comme Philippe dit, le monsieur qui va s'acheter du pain au coin de la rue, qui passe, puis qu'il y a un show dans le parc en face de chez lui, il a accès à la danse. T'sais, il ne va pas voir un show de danse nécessairement. Là, il y en a accès. S'il arrive pendant une partie où, en plus, il y a de la gigue dans le show, là, il y a comme une curiosité qui est comme décuplée. Il y a comme genre, ah, mon Dieu, mais OK, ils dansent, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi?
Ça soulève beaucoup de questionnements, ça fait découvrir la forme, mais tu sais, c'est vraiment démocratiser la danse, amener un nouveau public à la danse, le faire découvrir. C'est pas tout le monde qui va dans les salles de spectacle. Fait que je pense qu'en partie, d'amener la danse aux gens, c'est quelque chose qu'on trouvait vraiment très, très intéressant avec Friction. C'était une belle opportunité qu'on avait à prendre, d'aller voir les gens avec la gigue en plus. Tu sais, c'était servi sur un plateau d'argent avec le commandant. Puis avec une vingtaine de shows comme ça, là, c'était une occasion en or. Ouais. Puis aussi, le Conseil des arts de Montréal, en fait, la pandémie, je veux juste parler aussi de la pandémie là, qui a amené des nouveaux programmes puis des nouveaux projets pour les bailleurs de fonds qui ont été quand même avantageux pour les compagnies, ouais. Pour les artistes moins, les artistes indépendants, mettons, mais les compagnies, par contre, il y avait comme une possibilité de projets qu'on pouvait gérer, comme le Conseil des arts de Montréal a fait Quand l'art prend l'air, le Calque a fait aussi présentation de spectacles en distanciation. C'est des projets, dans le fond, qu'on pouvait déposer pour aller porter, pour aller diffuser notre show, mais pas dans des zones habituelles. On passait vraiment par une autre porte pour aller les présenter pour une autre clientèle, pour un autre type de diffuseur, qui n'était pas les maisons de la culture, exemple, ou un autre diffuseur qui est plus conventionnel. Fait que ça, c'était super aussi parce que ça nous a montré que, OK, on pouvait aussi faire cette démarche-là pour aller ailleurs. T'sais. Puis nous autres, on a eu un beau partenariat avec Merci OS, présenter Friction. Là, c'était des shows offerts dans des endroits qui ne sont pas habituels. Mais justement, je me demandais, dans un show comme Friction qui est in situ, comment se déroulent les répétitions? Parce que tu parlais un peu du rapport au sol, aux différents sols, à l'environnement, et puis à un public aussi qui n'est pas préparé forcément à voir un spectacle. Donc, comment se déroule tout le travail aussi avant? Oui, ben nous autres, l'équipe de Friction, c'est l'équipe qui est là principalement depuis les débuts là, quand même. Fait que c'est du monde qui connaissent vraiment bien le spectacle déjà. Les nouvelles recrues qu'on entrerait dans le spectacle, on prendrait un petit moment en studio pour vraiment comme focusser sur les différentes sections. Mais habituellement, ce qu'on fait, nous autres, c'est une série de répétitions au début de l'été pour remonter le spectacle. Puis on fait ça dehors, dans un parc qu'on connaît bien tout le monde, un petit peu à l'abri. Là. On ne va pas faire ça en plein milieu du parc Jarry, là, mais pour quand même voir, parce que c'est vraiment quelque chose aussi au niveau de la concentration. Danser dehors, tu es dans une section, tu as une émotion, mais ça se peut qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi pour te crier après. C'est comme ça. Fait que, c'est plus pour se mettre un petit peu dans l'environnement là, du spectacle. Fait que nous autres, on trouve ça important quand même de le faire à l'extérieur. Puis, il y a la température aussi qui joue tout le temps. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait froid? Donc, c'est important pour nous. C'est le fun pour tout le monde aussi, la répétition extérieure. Puis, c'est sûr que nous, on fait tout le temps ces décisions-là. De travailler en extérieur, c'est pas des conditions qui sont toujours faciles. Fait que, nous autres, c'est super important pour nous, le bien-être des interprètes. Fait que, au final, on finit pas mal tout le temps par demander, selon les conditions météo, on finit tout le temps par demander l'opinion des interprètes qui sont là. Est-ce que vous êtes à l'aise de danser dans ce contexte-là? Est-ce que vous êtes à l'aise de danser à cette chaleur-là? Est-ce que, tout en respectant les normes de la CNESST pour être sûr d'être adéquat, là, parce qu'on ne veut pas non plus blesser les gens. Quand on arrive en spectacle, ben, dans le fond, comme c'est un déambulatoire, Philippe et moi, ou que Philippe ou juste moi, tout dépendant, si les deux on est présents à la représentation, on arrive toujours à peu près 1 heure avant les interprètes pour trouver quels lieux vont être adéquats pour quelle section du spectacle. Fait que, exemple, on sait, pour la gigue au début, on sait qu'on a besoin, c'est le fun quand on a quelque chose qui résonne ou quelque chose qui fait du bruit, donc du gravier ou une plateforme en bois. On sait que ça, c'est tout le temps facile. Fait que tu arrives dans un parc, on regarde pour ça. Puis ensuite, on sait que la finale, c'est le fun quand il y a une grande ouverture vers l'horizon ou quelque chose de très fermé avec un point, une perspective très précise. Fait que là, après ça, on va naviguer entre les deux pour trouver le chemin. Ensuite, quand les interprètes arrivent, là, on va faire le parcours avec eux. Et là, eux vont analyser le sol, dire dans cette section-là, ici, trop dangereux, il y a des trous dans le gazon, on peut se blesser. Il y a des abeilles. Par exemple, on a fait un show l'été dernier où on ne s'en était pas rendu compte, mais il
il y avait comme, dans le sol, il y avait un gros nid d'abeilles. Quand on a commencé à danser, toutes les abeilles sont sorties. Fait que là, tous les danseurs ont commencé à dire genre, non, ça se peut pas, là, on fait pas ça ici. Fait que là, OK, on a réadapté, on a retrouvé des nouveaux endroits. Fait que, tu sais, les interprètes, ils viennent vraiment en connaissant le show puis en connaissant pas les dangers, là, mais en connaissant les exigences du spectacle, vont, eux, analyser les différents sols pendant la répétition pour nous dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Fait que c'est vraiment en partenariat avec les interprètes pour être sûr que tout fonctionne pour tout le monde. Là, il y a aussi le mobilier urbain, les trucs qui sont bien précises. Il y a un banc là. Chaque interprète a son solo aussi, qui est un moment différent pour chacun, tout ça. Fait que, Antoine, on le sait que s'il y a un banc, il va vraiment jouer avec le banc. Fait que, on va s'arranger pour qu'il y ait un banc pour, fait que ça va jouer beaucoup aussi. S'il y a une structure, s'il y a une œuvre, c'est sûr qu'on va s'arranger pour la mettre en évidence. Maintenant, j'aimerais beaucoup aussi parler de votre création suspendue au sol et où vous avez fait appel donc, à des danseurs et des danseuses contemporaines qui n'avaient jamais fait de gigue québécoise. Donc, c'est un peu une démarche inversée par rapport à votre parcours. Je me demandais si vous sentiez qu'il y avait beaucoup de points de tension entre les danseurs qui ont un passé contemporain et ceux qui ont un passé de danse plus traditionnel. Comment, dans le processus créatif, en fait, vous mettez ça en commun Dans le fond, chacun a ses forces et ses faiblesses là, dans chacun des deux expériences. Fait qu'après ça, c'est de trouver l'hybride entre les deux. Dans le cas de Suspendu au sol, il n'y avait que des danseurs contemporains. On n'a pas travaillé avec des gigueurs ou des gens qui avaient un background plus folklorique. Fait que, dans le cadre de Suspendu au sol, là, c'était vraiment... Nous, à deux, on démontrait certaines choses. Exemple, des positions dans des quadrilles, des paires de bras, des trucs comme ça. Puis après ça, on leur en montrait, mettons, 2 ou 3. Puis après ça, on disait « amusez-vous ». Puis là, ils partaient comme vraiment dans des endroits, c'était comme vraiment super intéressant. Nous autres, ça nous ouvrait tellement plein de portes de les voir aller, là, de voir, mon Dieu, OK, tu sais... Puis il y a d'autres fois, par contre, c'était comme plus difficile parce que là, nous autres, notre regard, comme c'est la première fois qu'on travaillait de cette façon-là, il y a des choses qu'on avait de la misère à exprimer comme il faut, comme on voulait. Fait que ça allait jamais dans les directions qu'on voulait. T'sais, ça partait tout le temps ailleurs, puis on avait de la misère à revenir à l'endroit où on voulait. Fait que là, nous, on s'est rendu compte qu'on avait fallait qu'on spécifie, qu'on clarifie nos intentions un peu plus pour être plus précis quand, exemple, ce qu'on voulait dire, ça avait été des danseurs folkloriques ou des gigueurs, ça aurait été super clair puis ils seraient allés exactement où on voulait du premier coup. T'sais. Fait que là, c'était justement ce qu'on voulait pas dans ce projet-là. Fait que là, c'était comme intéressant de se confronter à ça. Ça a été un processus qui était très, très confrontant pour nous comme créateurs. Bien, c'est ça, tu dis. En fait, avec Suspendu au sol, on était beaucoup à la recherche d'une nouvelle méthode de travail aussi. C'est un petit peu ça, là, comment approfondir notre façon de travailler parce qu'on a travaillé beaucoup avec le même monde. On était vraiment dans notre milieu de gigue contemporaine, que ce soit comme collaborateur, comme interprète, comme chorégraphe. C'était tout le même monde ensemble. Fait que là, on essayait vraiment de sortir de ça. Fait qu'on est allé avec une équipe complètement nouvelle. Puis là, on parle de aussi la directrice des répétitions, on parle du compositeur, on parle de vraiment l'entièreté de l'équipe. Je pense qu'on avait vraiment envie de se mettre au défi, nous deux, pour trouver cette nouvelle méthode-là. Puis on ne dansait pas dans le projet non plus. Donc, on avait vraiment un regard de chorégraphe. Première fois qu'on faisait ça aussi. D'habitude, on danse dans nos projets. On était vraiment chorégraphe, c'était notre chapeau de ça. Puis on travaillait toujours en improvisation, ce qu'on n'a jamais vraiment fait non plus. Approfondir du matériel en improvisation, c'est parfait. C'est un peu ça la clé, dans le fond. Mais il faut pouvoir nommer qu'est-ce qu'on aime, nommer ce qu'on n'aime pas. Ça a été un autre enjeu pour nous. On trouvait tout le temps tout bon. Ils sont tellement bons, les interprètes étaient magnifiques tout le temps. Fait que c'était super difficile pour nous de bien aligner. Fait que ça a été là, comme ça pas mal pendant tout le processus pour arriver à un produit fini qu'on était ultra content, ultra satisfait. Nous autres, on les trouve merveilleux encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment la méthode de travail qui a fait en sorte que, OK, c'est comme ça qu'on aime travailler, puis c'est comme ça qu'on veut travailler, puis c'est comme ça qu'on a travaillé par la suite. Puis, cette méthode-là, elle va
se peaufiner, elle va s'améliorer avec les différents collaborateurs, collaboratrices qu'on va avoir aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui est pareil non plus. C'est ce qui est merveilleux. On essaie de rentrer du nouveau monde à chaque projet aussi pour justement rebrasser un peu la patente, pour amener des nouvelles idées, pour nous challenger. C'est ce qu'on aime aussi. On s'est rendu compte que nous challenger, ça fait partie du processus, puis ça fait partie des choses importantes pour nous. On ne veut pas créer quelque chose pour, oui, d'accessible pour monsieur, madame, tout le monde, oui, mais on veut aussi créer quelque chose que nous, on tripe à regarder, puis pour ça, ben, faut travailler, il faut modeler. Et justement, en parlant de challenge, dans votre création Prends sous toi, que j'ai re-regardé une captation avant l'entretien, vous avez décidé de parler pendant tout le spectacle. Et je me demandais d'où venait cette idée. Prends sous toi, c'était la prémisse de Mon Charles, qui est la prémisse de Friction. Fait que, c'est comme les poupées russes, là. Ça a commencé avec Prends sous toi. Après ça, parce que ça, c'était au moment où on n'avait pas de subvention, où on travaillait juste nous deux ensemble. On n'aurait jamais demandé ça à personne d'autre. On n'avait pas un sou. Fait que, on est parti en retraite, là. Mais c'était vraiment pour voir si on allait réussir à travailler ensemble. C'était vraiment confronter les idées pour une première fois, voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de possible. Parce qu'on s'ostine beaucoup. Ça paraît pas là parce qu'on est comme capable d'arrêter, puis de parler, puis de pas trop parler l'un sur l'autre, mais... En négociation constante. Constamment, surtout au début. Là, on a comme appris un peu, là ça va mieux de ce côté-là. Mais non, mais au début, là, chaque idée, on dirait qu'on était tout le temps dans... Peut-être moi, j'étais dans la confrontation sans solution, puis Yann, il était comme plus dans... la médiation, là. Ce qui a ressorti de Prends sous toi, c'est justement ça. C'est le fait qu'on n'était jamais d'accord. Jamais, jamais, jamais. Puis, on a trouvé que c'était un peu ça. Tu sais, on a quand même un grand sens de l'autodérision aussi. On aime rire. Fait que, tu sais, on s'est dit, ah, tiens, c'est ça le spectacle. Parce que, sinon, on avait juste des séquences rythmiques. Puis c'est bien le fun, les séquences rythmiques, puis danser. Mais, tu sais, ça prend du jus, ça prend du contenant. Ça prend du contenu, mais du contenant aussi. Tu sais, on s'est dit, tiens, on parle tout le long, puis ça sera ça notre duo, tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est que ce duo-là, bon, c'est devenu Mon Charles, c'est devenu Friction. Puis on l'a refait, ce duo-là, à l'occasion, mais c'est que c'est vraiment passe-partout. Tu sais, on peut prendre ça, puis le faire dans n'importe quelle circonstance, parler de n'importe quoi. Tu sais, on l'a fait pour une fête de départ à la retraite de quelqu'un, mais on a parlé de cette personne-là pendant 10 minutes. Tu sais, puis ça marchait super bien. Tu sais, on l'a fait aussi comme présentation d'une programmation. Puis, tu sais, on disait, tu sais, nous autres, ce qui nous passe par la tête, ça a super bien marché. Fait que c'est comme un petit duo passe-partout là, qu'on peut faire. Mais c'est vraiment les prémices de notre travail et vraiment, tu sais, dans la négociation. Puis tu vois, 1, 2, 3, 4 productions plus loin, dans Accolade et Quiproquo, l'une des thématiques du spectacle, c'est la négociation aussi. C'est comme notre duo Prends sous toi, puissance 1000. L'idée de parler est vous venue que, tu sais, je pense qu'on voulait créer quelque chose qui était comme super sérieux, tu sais, qui était comme, tu sais, une œuvre, tu sais, on voulait faire une grande œuvre, tu sais, puis finalement, on arrivait, puis le show, c'était comme pas longtemps après, puis on n'avait rien. Il n'y avait rien de tout. Tu sais, on avait de la gestuelle, on avait comme des trucs, mais on était comme, ça se tient pas, c'est bon en soi, mais globalement, c'est pourri. Tu sais, il y avait comme, on était comme, il faut qu'on trouve une façon de le faire fitter. Puis à un moment donné, on a dit, hey, on se niaise-tu, on le fait, puis on rit de nous. Je ris de toi, tu ris de moi, je ris de moi, tu ris de toi. On est vraiment bon là-dedans. Puis faisons juste essayer ça. Puis là, on l'a fait, puis on a dit, ah, mais OK, mais c'est exactement ça, là. Faut juste pas se prendre au sérieux. C'était ça qui marchait. Nous, on avait vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Puis, tu sais, c'est la première fois qu'on le présente au public où il y a comme plein de monde qu'on connaît pas. Puis, les gens ils trouvent ça drôle, les gens sont super intrigués. Puis, tout. Fait qu'on a fait, OK, ouais, c'est vraiment une formule pour ça. C'est vraiment une formule qui fonctionne, tu sais. Fait qu'après ça, ben, on l'a juste adapté à plein de sauces. Puis, on a juste vraiment du plaisir. À chaque fois qu'on le reprend, c'est tout le temps vraiment le fun, tu sais. Ça marche bien. Mais tu vois, le temps qui passe, du coup, j'aurais peut-être une dernière question
Pour vous, Vas-y. que diriez-vous à nos lecteurs d'As-tu vu pour leur donner envie d'aller voir un spectacle de gigue contemporaine, si je peux parler encore de gigue contemporaine? En fait, moi, je pense que c'est juste, c'est l'ouverture, c'est l'exploration, c'est la curiosité. Je pense que c'est juste ça, c'est soyons curieux. Il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de formes qui se font, il y a tellement d'artistes. Genre, je pense que c'est soyons curieux, allons voir les choses, tu sais, puis ça se peut que les gens n'aiment pas ça, puis c'est bien correct aussi, là, tu sais, tout le monde a droit à son opinion, puis tu sais, il n'y a vraiment aucun problème, mais je pense que c'est vraiment comme attisons la curiosité, soyons curieux, ayons envie de découvrir. Surtout après la pandémie, les artistes ont tellement créé, là, tellement créé, puis les offres de diffusion pour les artistes sont tellement minimes que, tu sais, il faut qu'on soit en salle, il faut qu'on soit en salle pour aller les voir. Il faut voir qu'est-ce qui a germé dans la tête de ces gens-là, parce que c'est pas vrai que tout parle de la fin du monde, puis de la distance, puis de l'isolement. Tu sais, c'est pas vrai, il y a plein d'autres choses qui se fait, tu sais. Je pense que c'est ça. Ouais, puis tu sais, que ce soit de la gigue contemporaine, du folklore urbain ou de la danse contemporaine, tu sais, il faut vraiment, je pense que c'est juste de franchir le cap, d'aller en voir, tu sais, de s'y intéresser, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, les arts vivants, là, tu sais, ça le dit, là, il y a quelque chose là, qui bouillonne, là, puis il s'en passe des choses, des événements présentement, plus tard, tu sais, de se tenir au courant. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas comme quelque chose de tangible, comme que tu peux ressortir peut-être, tu sais, des fois oui, mais tu sais, avec quelque chose que tu peux comprendre, ou tu sais, c'est pas nécessairement ça, mais tu peux le sentir à tout coup. Il y a vraiment des belles choses qui se passent. Bah, merci beaucoup. Ben, merci infiniment.